Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 4 heures. J'espère que vous m'entendez à peu près correctement. Moi, je suis dans des conditions un peu spéciales parce que j'ai le PC que j'utilise d'habitude pour streamer qui vient de me lâcher entre les mains il y a 10 minutes. Évidemment, 10 minutes avant le quiz. Donc j'ai du tout transféré sur mon Mac et j'espère qu'il tiendra la charge parce que c'est une vieille machine. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez taper un petit truc dans le chat si vous m'entendez? Son nickel, mais décalage son image. Ok, je pourrais rien faire cette fois-ci. Merci. Un petit truc. Ok. Bien. Merci à ceux qui assistent pendant une réunion. Merci d'être là vendredi 4 heures. Ça devient un rendez-vous hebdomadaire habituel pour une vingtaine d'entre vous. Il fait beau dehors, donc d'autant plus merci d'être là, même si on ne peut pas vraiment aller se promener, mais quand même un peu, 1 heure par jour. Voilà, je suis dans des conditions un peu spéciales d'éclairage, de tout. Et on va quand même essayer de faire ce quiz. Le plus important, c'est le quiz. J'ai reçu un feedback cette semaine de quelqu'un qui a passé la certification et qui disait dans son message sur LinkedIn que le quiz avait aidé et c'était une des sources qu'il avait utilisées pour se préparer à la certification. Donc c'est super, ce genre de feedback que j'adore lire de votre part. On va essayer d'aller à travers 8 questions aujourd'hui, de nouveau, plus orienté développeur cette fois-ci que architecte. Ça sert à rien, je ne m'entends pas avec ça, donc plus développeur. Ah, ben voilà. Merci Snabil et bravo pour avoir passé le test de certification. Je vais reprendre le quiz ici et je vais lancer le jeu. Donc 8 questions aujourd'hui, 8 comme ça, au niveau développeur associate. Et puis comme d'habitude, on commente les réponses ensemble. N'hésitez pas à aller me challenger aussi sur le chat. Je garde un œil sur le chat. Mes petites remarques habituelles, ce ne sont pas des vraies questions, des vrais examens de certification. Ce sont des questions que nous avons fait, mais qui sont similaires en difficulté, en phrasé, en tournure de phrase, etc. Donc, a priori, un bon moyen de vous préparer à la certification. Et puis, oui, ce sont des questions qui n'ont pas eu tout le test qu'ont les vraies questions de certification. Donc, pardonnez-nous s'il y a encore des petites ambiguïtés à gauche et à droite, mais on est là pour en discuter. Donc, vous mettez vos commentaires dans le chat. Et je serais ravi d'en parler avec vous. Un changement cette semaine, j'ai mis chaque fois un lien vers la documentation dans l'écran des réponses, donc vous aurez chaque fois le lien vers la doc qui référencie la bonne réponse. Donc j'espère que tout le monde est connecté, je vois une dizaine de personnes, 203 940 c'est le code du quiz, et allons-y, on part, je reste sur 90 secondes pour les questions, et puis le temps qu'il faut pour les commenter, je mettrai en pause à chaque fois. Donc j'espère que vous êtes prêts. On y va avec la première question. Au niveau efficacité, vous avez conçu une architecture qui utilise des microservices pour déployer des composants petits et indépendants. Ces composants ont besoin de scaler en fonction de l'usage qui sera fait de l'application. Comment est-ce que vous déployez ces microservices pour assurer l'isolation des processus avec le moins de overhead opérationnel. Donc comme d'habitude, c'est cette petite phrase qui a de l'importance, with the least operational overhead. Donc vous utilisez des micro-instances sur Amazon EC2 avec autoscaling, réponse A. Réponse B, vous déployez des tâches dans AWS Fargate avec l'autoscaling d'AWS Fargate. Vous utilisez des containers en utilisant une layer lambda ou vous utilisez Elastic Beanstalk avec des predefined AMI, des Amazon Machine Image. Je crois qu'on a une question un peu similaire la semaine passée. Celle-ci est un peu différente dans le phrasé et dans les options. Et je crois que j'ai reçu 10 réponses. Je crois que vous êtes 11 connectés. Il reste 20 secondes. 11 réponses maintenant. Et il reste 20 secondes. Donc ici, on parle de déployer des microservices. Donc on parle de déployer des containers, c'est pas absolument indispensable pour avoir des microservices, mais souvent, oula, 14, il y a plein de gens qui ont rejoint le quiz, bravo, merci. La bonne réponse, c'est d'utiliser AWS Fargate avec Service Scaling. AWS Fargate, c'est un service qui permet d'orchestrer des clusters de containers Docker. Il y a deux versions, une version ECS
qui est la version Amazon d'orchestration de containers Docker. Et puis il y a la version EKS, Kubernetes, qui est un Kubernetes managé comme vous pouvez en trouver ailleurs. Et Fargate, dans les deux cas, c'est une option serverless. Serverless, ça veut dire qu'il n'y a pas d'instance EC2 à gérer, nous les gérons en dessous, et donc il n'y a rien à gérer, au fait. Vous nous dites juste, voilà, j'ai X containers à démarrer, et le service va instancier des instances EC2, trouver de la place, et déployer vos containers, et les garder up and running, les faire tourner sur ces instances. Donc le least operational overhead, c'est clairement ça. Parce que ça élimine la réponse A, si vous démarriez des instances Amazon EC2 vous-même, vous devriez les manager vous-même, c'est-à-dire les mettre à jour, s'assurer de la disponibilité. Alors c'est vrai qu'il y a auto-scaling dans la réponse, donc au moins auto-scaling va redémarrer les instances si elles crashent, mais vous aurez quand même la responsabilité des mises à jour logicielles des instances, ce qui n'est pas le cas avec Fargate. Lancer des containers à partir d'un lambda layer, je ne pense même pas que ça soit possible. Donc un lambda layer, c'est une librairie partagée entre plusieurs fonctions lambda. Je n'ai jamais essayé de démarrer un container sur lambda, mais a priori on va rentrer dans des problèmes. Et puis Elastic Beanstalk, c'est un très vieux service, un ancien service qui vous permet de gérer des groupes d'instances Amazon EC2 et du load balancer. Et c'est vrai qu'on peut faire tourner des containers, mais c'est un peu assez lourd en termes de temps de démarrage, de coûts, d'infrastructure par rapport à Fargate. Et donc c'est pour ça que Fargate est la bonne réponse. Félicitations à ceux qui ont, aux 85% qui ont donné la bonne réponse. Et attention, on est parti pour la question numéro 2. Base de données, vous avez un site web de blogging qui tourne une librairie tierce qui stocke les clients, les commentaires des clients dans DynamoDB, et vous devez écrire un microservice qui va notifier les modérateurs quand un nouveau commentaire est soumis. Mais vous ne pouvez pas modifier la librairie en question. Donc comment est-ce que vous pouvez déclencher ce microservice? En utilisant une store procédure dans DynamoDB, qui se déclencherait à chaque fois qu'un nouveau commentaire est ajouté, en mettant en place une lambda task pour checker les nouveaux commentaires dans la base de données toutes les heures, en utilisant des streams pour déclencher une fonction lambda qui appellerait SNS, ou en utilisant un trigger sur CloudTrail pour déclencher une fonction lambda qui interrogerait le fichier log pour interroger DynamoDB. Alors je sais que cette question aussi, elle est similaire, très similaire même d'ailleurs à une question de la semaine passée. Ça va s'arrêter là après. Donc si vous n'étiez pas là la semaine passée, c'est des nouvelles questions pour vous. Si vous étiez là la semaine passée, vous avez 25% de questions sur 8 d'avantage par rapport à ceux qui prennent le quiz en route pour la première fois cette semaine. 10 secondes, quelques votes qui rentrent encore. Et attention, la bonne réponse arrive dans 2 secondes. La bonne réponse, c'est d'utiliser des streams DynamoDB. Ceux qui étaient là la semaine passée ont bien répondu. Les autres aussi, bravo, 93% de bonnes réponses. Donc les streams, c'est un flux d'événements qui représente tout ce qui se passe dans la base de données, des inserts, des updates, des deletes. Et sur ce flux, vous pouvez brancher une fonction lambda. Et à partir de cette fonction lambda, vous pouvez faire tout ce qu'il y a moyen de faire dans une fonction lambda, y inclut poster un message sur SNS par exemple, pour envoyer des mails ou des SMS, ce qui était le cas de cette question. DynamoDB store procédure, pas de réponse, c'est bien parce que ça n'existe pas. Lancer des tasks lambda pour vérifier les nouveaux commentaires toutes les heures, ça serait pas très efficace, techniquement ça marcherait. Et utiliser CloudTrail, donc CloudTrail c'est un log de toutes les API calls qui sont faits, ça marcherait aussi, il y aurait peut-être une petite latence plus grande, mais c'est vraiment un moyen détourné. C'est analyser les logs de DynamoDB pour détecter les ajouts. Donc techniquement ça marcherait, c'est pas la solution la plus élégante ici. Attention, troisième question sur WeQuestion. Vous avez Code Deploy, vous avez un deployment group dans Code Deploy avec 10 instances qui tournent. Il y a un nouveau déploiement qui démarre et vous avez indiqué qu'il faut minimum healthy host à 9. La première instance sur laquelle Code Deploy fait le déploiement, ben ça foire. Que va faire Code Deploy pour le reste du déploiement? Il va continuer le déploiement, une instance à la fois. Il va immédiatement arrêter le déploiement. Il va lancer une instance pour remplacer celle qui a foiré et essayer de redéployer sur cette instance-là, ou il va rebooter l'instance qui a foiré
et retenter le déploiement sur cette instance-là. Donc Code Deploy, c'est un service qui permet de faire du déploiement, comme son nom l'indique, qui permet de déployer des fonctions lambda, qui permet de déployer sur des containers, qui permet de déployer du code, n'importe quel genre de code. À partir du moment où vous pouvez nous donner un script, on tournera ce script, enfin Code Deploy va tourner ce script pour le déployer. Donc ça peut déployer sur des instances Amazon EC2, ça peut déployer on-prem aussi. Si vous installez un petit agent sur vos machines on-prem, Code Deploy peut vraiment déployer tout et n'importe quoi, et n'importe où. Regardez ce service si vous ne le connaissez pas. Et un des paramètres du service dans ces procédures de déploiement, c'est combien d'instances il faut garder saines pour que le service continue de fonctionner pour les clients qui utilisent le service. C'est ce minimum healthy host. Et la bonne réponse était il va arrêter immédiatement le déploiement. Et tiens, là je suis surpris, personne n'a répondu. Donc ça nécessite une petite explication. Je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de textes d'explication. En fait, ce paramètre minimum healthy host, il indique à Code Deploy combien de hosts doivent rester sains dans le groupe. Donc si on en avait 10, et on dit il faut minimum 9. Ce que fait Code Deploy, c'est à chaque fois qu'il déploie, il retire l'instance du load balancer pour qu'elle arrête de recevoir des requêtes, il fait le déploiement et puis il remet l'instance dans le load balancer. S'il y a un déploiement qui foire et que ben voilà, il ne sait pas ce qu'il doit faire, a priori il ne va pas redémarrer l'instance, c'est pas dit que ça va aller mieux après, il ne va pas le remplacer pour la même raison, c'est pour ça que les réponses C et D sont invalides. Et pourquoi est-ce qu'il ne continue pas l'instance comme la moitié d'entre vous pourquoi il ne continue pas le déploiement une instance à la fois comme la moitié d'entre vous l'ont indiqué? Parce qu'on a indiqué un minimum de 9. Or, si on a 10 instances en tout, une qui est plantée, s'il continuait de déployer, eh bien, il devrait prendre une instance en dehors du cluster pour pouvoir faire le déploiement et puis la remettre. Et donc, pendant le temps de déploiement de cette instance-là, on serait à 8 instances, alors qu'on a dit qu'il en fallait minimum 9 LC. Et donc, il ne peut pas continuer, il s'arrête et il fait un fail global du déploiement jusqu'à ce que vous résolviez le problème et jusqu'au moment où il va recommencer. Voilà, j'espère que mon explication était claire. Vous avez écrit une web app et vous l'avez déployée dans Elastic Beanstalk et cette app, elle enlève des fonds, des backgrounds à partir de pictures, de photos, de selfies. Et les utilisateurs disent que quand ils uploadent des photos, c'est un peu lent. Et donc vous voudriez un modèle asynchrone pour traiter les photos de façon asynchrone. Comment est-ce que vous pouvez faire ça dans Elastic Beanstalk? Réponse A, en activant du long polling sur les requêtes web qui permettent à l'utilisateur d'attendre le résultat du traitement de l'image. Vous pouvez démarrer un worker en background, donc une traite ou un process en background pour traiter les photos. Vous pouvez créer un environnement worker qui va communiquer avec votre environnement principal via Amazon SQS Queue, Simple Queue Service, ou vous pouvez configurer une tâche périodique pour lancer les messages dans une queue sur base d'un schedule, donc d'un horaire défini. Il faut connaître un peu Elastic Beanstalk pour pouvoir répondre à cette question. Je répète, Elastic Beanstalk, c'est un très vieux service AWS. Quand moi j'ai rejoint AWS il y a 7 ans, il était déjà là. C'est un service qui permet d'automatiser la création d'autoscaling group, d'instances EC2. Et on donne juste un package à déployer, il le déploie pour nous, il gère le load balancer, il gère les déploiements. C'est assez bluffant comme service. Et ce service a, mais il faut le savoir ça, il a la possibilité aussi de traiter des tâches de fond. Et donc on peut dire, voilà, ce cluster-là, cette application-là, c'est une application asynchrone en tâche de fond. Et c'est Elastic Beanstalk qui automatiquement va créer la queue pour communiquer entre votre front-end web et votre back-end, et qui va installer sur le back-end l'agent qui va poller la queue et délivrer à votre application les messages qui arrivent dans la queue. Donc il y a zéro code SQS à écrire pour pouvoir faire ça. C'est une des manières de déployer des tâches de fond avec Elastic Beanstalk, celle qui est vraiment prévue par le service, puisqu'on vous fournit le code. Donc le long polling, évidemment, c'était pas la bonne réponse. Local background worker, ça pourrait marcher, mais vous auriez à
à synchroniser les deux process vous-même, à coder le background worker vous-même, tandis qu'avec, si vous déployez deux environnements dans Elastic Beanstalk, un background et un foreground, toute la mécanique de communication et de synchronisation est déjà là, elle est là automatiquement pour vous. Et donc c'est pour ça que c'est la bonne réponse, et vous avez le lien dans la vidéo. ECS, de nouveau, des containers. Vous avez une application web qui est déployée dans des containers. C'est un front-end avec un load balancer. Vous voulez déplacer cette nouvelle application vers un environnement blue-green. La version Blue, c'est la version live, et la version Green, c'est la version que vous êtes en train de tester sur un port différent. Sur un port différent. Ok. Comment est-ce que vous pouvez graduellement changer le trafic entre green et vert? En utilisant des weighted target group sur le load balancer, en changeant les règles de listener dans le target group, en déclenchant un ECS rolling update ou en forçant un nouveau déploiement sur Amazon ECS Cluster. Alors là, je dois avouer que j'ai pris l'initiative de changer la réponse par rapport à la réponse qui m'a été donnée. Et je suis en train de me demander, maintenant que je lis la question de nouveau, si je n'ai pas fait une erreur. Donc si vous avez la bonne réponse et que ce n'est pas la bonne, ou inversement, c'est de ma faute. mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai peut-être été induit en erreur sur ce coup-là. Encore 10 secondes. Et les ventilateurs de mon Mac qui vont à toute vitesse. Vous voyez peut-être les cheveux volés et tout. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit dans le micro. Et attention, la bonne réponse à discuter est selon moi la version A. Et la version B était celle initialement indiquée dans le document que j'ai reçu. Et j'étais pas d'accord avec. Et maintenant que je relis, j'ai un doute, et donc on peut en discuter. Je vais d'abord faire pause pour en discuter. D'abord, les weighted target groups, c'est quelque chose d'assez nouveau, ça date de novembre. Derrière un load balancer, il y avait un target group. Maintenant, vous pouvez mettre plusieurs target groups et leur mettre des poids. Dire, j'envoie 80% du trafic à tel endroit et 20% à tel endroit. Donc c'est idéal pour les blue-green deployment, et c'est pour ça que j'ai mis ça comme bonne réponse. Parce qu'en changeant les poids, ça permet progressivement de changer le trafic vers votre nouvelle version. On pourrait imaginer que vous mettiez en place du monitoring sur des KPI avec CloudWatch Logs par exemple. Si jamais il y a des erreurs qui dépassent un certain seuil sur la nouvelle version, vous rechangez les poids entre les deux target groups et donc automatiquement le trafic reshift sur l'ancienne version. Donc ça c'est la manière de faire maintenant. Changer les listener rules sur un target group existant, un seul target group, c'est pas progressif, c'est un tout ou rien. Soit le trafic est envoyé sur Blue, soit sur Green. C'est pour ça que je pensais que c'était la mauvaise réponse. Maintenant, quand on relit la question, et c'est ça qui m'a levé un doute, qui m'a fait un doute, il est marqué dans la question, la version bleue est live et la version verte a été déployée sur un port différent. Et effectivement, si c'est un port différent, ça serait plutôt jouer sur les listener rules, parce que si on utilise la première version, les weighted target group, et c'est ça l'avantage des weighted target group, c'est qu'il ne faut pas un port différent, c'est le même listener qui écoute sur le même port, et c'est simplement en interne le load balancer. Donc c'est définitivement la belle architecture, la bonne manière de faire l'architecture. En revanche, par rapport à la question qui disait un port différent pour application testing, il y a un doute, il y a une ambiguïté. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, incendiez-moi sur le chat ou commentez. La réponse est fausse, mais j'ai bon, oui, ça peut être un coup de bol aussi. Les rolling updates sur ECS, je ne sais pas s'il y a moyen de faire ça sur ECS, mais un rolling update de toute façon, si, il y a moyen de faire ça sur ECS, un rolling update de toute façon, c'est pas un blue-green, puisqu'un rolling update, l'idée c'est j'enlève un container un à la fois, et je le remplace par la nouvelle version. Et donc je fais un roulement entre mes containers jusqu'à ce que toute ma flotte soit déployée. Exactement.
Je dis exactement parce que je commente les chats, les commentaires qui arrivent sur le chat également. Donc voilà, une longue explication pour ECS, pour les Weighted Target Group. J'ai mis le lien, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, donc il y a une vidéo de 5 minutes qui vous montre comment ça marche. Il y a un blog post aussi qui vous explique comment marchent les Weighted Target Group dans le contexte du Blue-Green déploiement. On est à la moitié, donc je regarde les leaders. Louis 17 encore, AWS Pro 28, Guillaume 23, et puis j'espère que c'est quand même utile pour tous les autres, et que l'explication des réponses et pourquoi les réponses incorrectes sont incorrectes est utile à tout le monde. 6e question sur CloudFormation. Vous créez un CloudFormation qui crée un bucket S3, et quand vous voulez effacer le stack CloudFormation, vous avez une erreur qui vous dit que le bucket S3 n'est pas vide. Comment est-ce que vous pouvez modifier votre stack CloudFormation pour effacer le contenu des buckets quand on efface le stack? Solution A, vous ajoutez une propriété qui s'appelle Purge Bucket dans la définition du bucket. Solution B, vous rajoutez une task sur Amazon ECS, décidément il y a beaucoup d'ECS dans ce questionnaire, et le template CloudFormation va exécuter cette tâche au moment d'effacer le stack, ou vous ajoutez une custom resource dans votre template CloudFormation, implémentée par une fonction lambda, ou vous ajoutez un trigger à CloudTrail encore pour déclencher une fonction lambda quand le stack est effacé. Donc techniquement, il y a plusieurs réponses bonnes possibles. Il n'y en a qu'une qui, à mon avis, est vraiment élégante en matière d'architecture, de coût, qui est raisonnable en matière de latence. On va commenter tout ça dans 20 secondes. Souris en voyant les alias, les pseudos que vous utilisez. Daddy Citroën. 3 secondes. J'ai 18 réponses, 17 réponses qui sont entrées. Et on y va. Alors la A, j'adorerais. J'ai pas fait de recherche formelle dans la doc, mais je pense pas que ça existe. Il n'y a pas de Purge Bucket Property dans une définition de bucket. La B, personne n'a répondu. Effectivement, je ne pense pas qu'on puisse directement lancer une tâche ECS depuis un template CloudFormation, à moins de passer par une custom resource. Je vais faire pause. Oups, tout juste. La D n'est incorrecte parce que de nouveau, aller regarder dans les logs et puis déclencher du traitement sur base des logs quand quelque chose se passe, c'est un peu une approche un peu réactive. Il va y avoir de la latence de toute façon. Et puis ça veut dire que votre fonction lambda va être déclenchée sur chaque nouvelle arrivée de log, et donc il pourrait se déclencher énormément, faire énormément de processing, ce qui pourrait coûter plus que de nécessaire. Donc la bonne réponse est la réponse C, rajouter une custom resource dans CloudFormation. Alors c'est une capacité qui existe dans CloudFormation depuis très longtemps. En gros, vous pouvez, en plus des ressources standards, bucket, lambda et autres, définir une custom resource. Et vous êtes alors en charge de fournir du code qui va créer, effacer ou mettre à jour la ressource. Alors avant, ça se passait, il fallait du code sur une instance Amazon EC2 et CloudFormation appelait un web service, un endpoint que vous deviez fournir pour quand il fallait faire un update, quand il fallait faire un create ou quand il fallait faire un delete d'une ressource. Alors évidemment, c'était un peu lourd parce que c'était instance Amazon EC2, il fallait qu'elle tourne, qu'elle soit dispo 24/24, 7 jours sur 7, enfin dans la période de temps en tout cas où vous pouvez faire des changements sur votre template CloudFormation. Donc depuis quelques années, maintenant on peut implémenter des custom resources avec Lambda, et donc vous définissez votre custom resource, vous créez une fonction Lambda, et CloudFormation au moment de créer le stack va appeler votre fonction Lambda en passant des paramètres qui dit voilà, il y a telle nouvelle ressource à créer, effacer ou mettre à jour. Et donc dans ce cas-ci, on pourrait imaginer que vous fassiez une custom resource qui dépend d'Amazon S3 Bucket en termes d'ordre, et qui va déclencher une lambda qui va aller effacer tout le contenu du bucket, parce que par défaut CloudFormation ne va pas effacer vos buckets, et c'est pas plus mal qu'il ne fasse pas ça, parce qu'on pourrait déclencher un stack CloudFormation par erreur par exemple, et puis ça ferait une perte de données. Si vraiment il allait effacer des objets dans un bucket, vous perdriez les données. Alors peut-être que c'est ça que vous voulez faire, mais peut-être pas, et dans le doute, on préfère ne pas le faire. Si vous êtes sûr que vous voulez effacer les objets automatiquement, eh bien, cette option-là, des Custom Resources, via CloudFormation, est une bonne solution. Je lis les commentaires qui arrivent sur le chat. On revient à la question 5, pour les Target Group. F. Henry 06 nous dit qu'on peut spécifier le port dans le Target Group,
pour enregistrer des instances additionnelles, sélectionnez one or more instances, specify a port, and then click Add. The default port is the port specified for the target group. If the instance is already registered on the specified port, you must specify a different port. Oui, mais c'est le port du target group, c'est-à-dire c'est le port où le load balancer lui-même va envoyer le trafic. Typiquement dans un scénario blue-green, ou en tout cas avant qu'on ait les weighted target group, vous auriez la version blue sur le port, disons 80 par défaut, et puis vous mettriez une version green sur le port 80-80, et vous distribueriez cette URL-là à un groupe de testeurs pour tester la nouvelle version. Le port qui est mentionné ici dans le chat, c'est le port de destination, c'est-à-dire quand le load balancer reçoit du trafic sur 80-80, vers où est-ce qu'il doit l'envoyer, c'est ça le port du target group. Ducky qui nous dit dommage pour le Purge Bucket, ça serait l'équivalent du Force Destroy sur Terraform. Je ne sais pas comment Terraform implémente un Force Destroy, peut-être qu'il tourne du code en plus. Et SuperArk nous dit que c'est l'API d'S3 qui ne permet pas d'effacer des buckets avec du contenu dedans. Et donc c'est bien ce que je disais, c'est une protection qui est dans S3, destinée à vous protéger. Alors ça peut être ennuyant de temps en temps, je sais. Moi aussi je fais beaucoup de buckets temporaires et je vais aller les effacer à la main. La CLI permet de le faire, la ligne de commande permet de faire un recursive, un peu comme on peut faire sur un file system traditionnel. Attention, très dangereux évidemment comme commande. Il est quelle heure? 16h25, il reste 2 questions, on est dans les clous. Attention, on est parti pour la question numéro 7. Stockage, votre application est déployée sur plusieurs instances Amazon EC2 et vous souhaitez implémenter une variable, un compteur qui peut être accédé depuis n'importe quelle instance et qui peut être mise à jour en temps réel. Évidemment, donc on parle d'une ressource partagée entre plusieurs instances Amazon EC2. Comment vous pouvez implémenter un compteur au sein d'un cluster? Vous pouvez lancer une base de données RDS et rajouter une table compteur et puis vous faites un update statement pour augmenter la variable. Vous pouvez lancer un cluster Elastic Cache et rajouter une valeur qui s'appelle counter et puis utiliser l'opérateur increment pour incrémenter la variable. Vous pouvez monter un file system EFS partagé entre toutes les instances Amazon EC2. Et garder trace de cette valeur dans un fichier où vous pouvez utiliser un compteur atomique sur une table DynamoDB. Je crains que techniquement, de nouveau, il y ait plusieurs réponses qui soient possibles. Mais on va essayer de voir pourquoi il y en a une qui est mieux que les autres. « 10 secondes, si on n'avait pas encore répondu, choisissez au hasard. » Et la bonne réponse est la réponse D, DynamoDB et les Atomic Counters. Effectivement, dans DynamoDB, il y a une propriété, je ne sais pas si on doit appeler ça une propriété, ou une fonctionnalité qui permet de lancer qui permet d'incrémenter des compteurs. Donc vous pouvez faire une opération update sur un champ dans une table DynamoDB et DynamoDB vous garantit l'ordre d'exécution des requêtes qu'il va recevoir. Et donc c'est un compteur monotone qui sera incrémenté autant de fois que des applications appellent update. L'aspect monotonique, l'aspect séquentiel est garanti par DynamoDB. Donc c'est un moyen extrêmement simple, avec quelques lignes de code, d'avoir un compteur partagé entre plusieurs instances. Je crois que l'option relationnelle base de données, elle fonctionnerait également, avec évidemment un log sur la table. Je ne suis pas certain de la scalabilité par rapport à DynamoDB. Dans DynamoDB, vous allez pouvoir faire beaucoup plus d'updates que dans RDS. Et puis il y a le prix surtout. RDS, ça va quand même vous coûter, même si c'est une petite base de données, ça va vous coûter un prix fixe par mois, tandis que DynamoDB, pour un usage équivalent, sera presque certainement moins cher. Je n'ai pas envie de mettre ma main tout à fait à couper, mais je suis confiant que dans la plupart des cas, DynamoDB sera moins cher. Est-ce que ça marche avec Elastic Cache? Je ne suis pas un spécialiste d'Elastic Cache, c'est possible, mais de nouveau, ça va vous coûter bonbon, parce qu'il faut faire tourner un cluster Elastic Cache en permanence, et je pense que ça coûtera beaucoup plus cher que DynamoDB. Monter un shared EFS, donc Elastic File System par NFS,
Ouais, techniquement, à petite échelle, ça va marcher. À grande échelle, les lock NFS, c'est un cauchemar. Voilà, j'ai travaillé beaucoup dans des systèmes Sun, Solaris, Unix, Sun qui avait inventé NFS à l'époque. Et j'ai encore des cauchemars. Parfois, la nuit, je me réveille en transpiration sur des problèmes de lock, de fichiers, quand ils ont accédé par plusieurs hosts au niveau de NFS. Donc la bonne réponse est DynamoDB table et... dans le lien là, ouais, ou sinon vous tapez DynamoDB Atomic Counter sur Google et vous trouverez le lien de doc. Il y a un petit exemple de code en Node.js, on a un exemple de code en Python aussi qui vous montre comment faire ça. Alors, toujours les mêmes en tête. Hein. Bravo à Louis XVII, Guillaume, AWS Pro, Manu et Joule d'être dans le top 5. On verra la liste complète après la question numéro 8. J'aurais dû relancer bien la doc chinoise. Pourquoi la doc chinoise? J'aurais dû relancer le compteur un poil plus tôt. 6 secondes, dernière question pour cette semaine, et puis on remettra ça la semaine prochaine évidemment. En serverless, votre application génère des objets qui sont time sensitive, donc liés au temps, et elle génère ces options sur un bucket Amazon S3. Pardon. Ces objets doivent être effacés après 30 minutes, après qu'ils aient été créés. Comment est-ce que vous pouvez automatiser cette solution? Automatiser est important. Vous programmez une fonction lambda pour être déclenchée toutes les 30 minutes. La fonction lambda scanne les objets et les efface basés sur une metadata qui s'appelle time created. Amazon CloudWatch Events pour déclencher une step function. Chaque fois qu'un objet est créé, c'est vrai que dans une step function, on peut attendre un certain temps et puis faire quelque chose. Configure Amazon S3 Object Lifecycle avec une règle d'expiration automatique après 30 minutes. Ou réponse B, mettre le header, le metadata tag expire au moment où les objets sont créés. Ah, j'avais pas vu que la doc pointait sur .cn. Désolé pour ça. En fait, j'ai fait une recherche dans Google et j'ai pris le premier qui me donnait un bon résultat, mais j'avais le texte en anglais quand même. J'avais pas la doc en chinois. Pourquoi est-ce que Google est parti sur la Chine? Les mystères de Google. 15 votes rentrés, 16, et tout juste Manu qui rajoute son vote sur la dernière seconde. Les Lifecycle d'S3. Les Lifecycle d'S3, c'est super puissant. C'est un système qui vous permet de configurer au niveau d'un bucket un cycle de vie pour vos objets. Et le cycle de vie, il y a deux possibilités. Soit vous déplacez votre objet vers un autre tiers de stockage. Vous savez peut-être que dans Amazon S3, il y a plusieurs tiers de stockage. Infrequent access, single easy, donc avec moins de duplication. Vous payez moins cher. Il y a quelques mails, je vous laisse regarder dans la doc. Ou vous déplacez vos objets vers Glacier, par exemple, qui est de l'archivage à long terme. Vous payez moins cher pour le stockage, mais vous ne pouvez pas récupérer vos objets immédiatement quand vous en avez besoin. L'autre possibilité avec les Lifecycle, c'est d'effacer des objets à partir d'une période de temps. Et SuperArc me dit 30 minutes, c'est pas possible. On peut vérifier ça ensemble. Alors, pourquoi une lambda function toutes les 30 minutes? Parce que techniquement ça marcherait, mais les objets basés sur time created metadata, il n'y a pas de time created metadata, ça c'est moi qui l'ai ajouté dans la question et qui l'ai inventé ce matin. Un CloudWatch Event pour déclencher une step function, techniquement ça marcherait. Et le expire metadata, oui, on peut rajouter n'importe quel metadata dans un objet S3, mais c'est pas pour ça qu'S3 va effacer l'objet automatiquement. Est-ce que... Alors, il y a SuperArc qui me dit « Je ne suis pas d'accord avec la réponse ». Alors, on va regarder ensemble, si vous avez encore 2 minutes avant qu'on termine ce call, qu'on termine cette vidéo. Amazon S3, Life Cycle Events, Object Management, je suis sur .com et pas .cn, Expiration, tac. Il n'y a pas l'air d'y avoir
Il n'y a pas l'air d'y avoir de limite. Alors, ce qui se peut, c'est que Amazon S3 prenne plus de temps que ce qu'on a indiqué avant d'effacer l'objet, parce que ça ne se déclenche pas toutes les secondes ou toutes les minutes. Mais oui, c'est ça que je voulais aller voir. Ah, j'ai pas ma clé pour me connecter. Je suis désolé, comme j'ai dû changer, j'ai dû mettre la caméra sur mes ports USB, donc je peux pas les vérifier. Effectivement, peut-être que dans la console, il n'y a pas moyen de mettre 30 minutes. C'est un jour minimum, et donc ce qui dirait que la réponse C est à discuter. Ravi d'en discuter avec vous sur les médias sociaux. On peut continuer la discussion sur LinkedIn ou sur Twitter. Je vais creuser en tout cas le truc, et je posterai un message ce week-end ou lundi à ce sujet-là. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Je ne sais pas combien vous étiez aujourd'hui, 37. Donc voilà, c'est vendredi après-midi, vendredi soir, il fait beau dehors. Si vous avez un balcon, allez sur le balcon. Sinon, faites une petite attestation, allez vous promener un peu dehors. J'espère que vous pourrez le faire le week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour le 5e quiz de certification AWS. Quelqu'un demandait, est-ce que ce sont des questions, est-ce que ce sont des quiz d'entraînement pour quelle certification? Ces questions-là, elles venaient d'un quiz plus orienté développeur, donc c'est plutôt pour développeurs associates. Et je regarde encore les messages qui arrivent. F Henry 06 qui dit que le expire after this, ça doit être un entier plus grand que 0 et que c'est expire after this. Donc effectivement, je reconnais qu'il y a une discussion sur ces 30 minutes, et je ferai un suivi. Je posterai un message sur Twitter et sur LinkedIn avec l'explication de ça. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Profitez du week-end. Rendez-vous vendredi prochain, 16h, pour un autre quiz de certification numéro 5. Et puis d'ici là, écoutez des podcasts aussi, ou allez sur YouTube, et amusez-vous bien. Merci d'avoir été là, et à très bientôt.